Plus de 80 ans après la fin de la Grande Guerre, il ne reste bien souvent de nos aïeux que des images fanées, des objets gravés par on ne sait pas trop qui, trônant majestueusement sur le dessus des cheminées des maisons familiales. Ces objets d'une grande diversité et de toutes les nationalités nous transportent dans un univers étrange, mélange d'émotions, de nostalgie, de désespoir, mais aussi de violence et de brutalité. C'est l'univers des objets de la guerre de 14, la guerre des tranchées, la der des der. Une des réalités de l'expérience combattante, c'est l'ennui, et un ennui que ces hommes jeunes, qui souvent avaient un métier manuel, eh bien, cherchent évidemment à combler. Et un des moyens très fréquents de le combler, ce fut la fabrication, effectivement, de tout ce qu'on appelle un artisanat de tranchée, en fait, qui est moins un artisanat de tranchée qu'un artisanat souvent de seconde ligne, dans la mesure où les outils nécessaires, qui étaient des outils de réparation des armes, par exemple, se trouvaient plutôt en deuxième ou en troisième ligne que dans les toutes premières lignes, où il y avait d'ailleurs tellement de choses à faire qu'il était souvent difficile de créer un artisanat digne de ce nom. En revanche, dès que les soldats étaient au repos, ou pour les soldats qui avaient des postes moins exposés, eh bien, fabriquer quelque chose avec ses mains, c'était non seulement tuer le temps, si l'on peut dire, mais également retrouver une identité perdue pour tous ceux qui avaient un métier manuel qu'ils ne pouvaient pas exercer, et c'était bien sûr une véritable souffrance de ne pas l'exercer. Alors, on trouve cet artisanat, eh bien, on le trouve dans toutes les armées, c'est-à-dire on le trouve dans l'armée allemande, on les trouve dans l'armée française. Nous avons une douille qui a été gravée par un soldat britannique dédié à sa marraine, une douille gravée par un soldat américain, une douille gravée par un travailleur chinois, ce qui est très rare, pas le travailleur chinois, mais la douille. Alors bien sûr, la presque totalité, la majeure partie de la production est faite dans ce qu'il y avait de plus facile, de plus courant, c'est-à-dire les douilles d'obus. Très vite, les états-majors se rendent compte que la tactique de l'attaque frontale ne conduit qu'à l'échec. Aussi, chaque assaut est préparé par des tirs d'artillerie. La puissance du bombardement effectué par les Franco-Britanniques sur la Somme, fin juin 1916, n'a aucun précédent depuis le début de la guerre. Pendant plus de 6 jours et 6 nuits, plus d'1 million d'obus sont tirés. Donc tout le monde gratouille ces petits objets. Moi personnellement, j'ai les objets qui ont été gravés par mon grand-père, qui sont chez moi. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, c'est le petit obus de 37, et c'était très courant parce que on gravait et on mettait ça dans le sac. Quand on allait en permission, on le laissait comme souvenir. Voilà. Hein. Et vous voyez, celui-là est gravé souvenir de guerre. Voilà. Les inscriptions sont aussi des évocations de localisation avec des dates. On en a un bon exemple ici avec ce qu'on appelle un briquet de tranchée, qui n'est pas exactement un briquet de tranchée d'ailleurs, puisqu'il a appartenu à un soldat. Eh bien, les initiales du combattant, LR, son régiment, 113e régiment d'artillerie lourde, et donc 4 emplacements où il a été en position, des emplacements relativement près les uns des autres, la Marne, la Somme, l'Aisne et l'Oise. Le plus intéressant est de l'autre côté. L'autre côté, en effet, le soldat a inscrit l'année 14,
il a inscrit Souvenir de Champagne 1915. Il a sans doute rajouté ensuite 1916-1917. Dans un coin, il a ajouté l'Italie, hein, quand à la fin de l'année 17, les divisions françaises sont venues soutenir l'armée italienne en grande difficulté, après la défaite de Caporetto. Et il a même dû rajouter tout à fait sur le bord, hein, Belgique 1918, c'est-à-dire l'entrée des troupes françaises à l'extrême fin de la guerre en Belgique, quand l'armée allemande était vaincue ou sur le point de l'être. On a ainsi un briquet qui témoigne d'un parcours combattant, hein, et sans doute cet homme qui a ressenti le besoin d'inscrire au fur et à mesure sur son briquet les lieux et les années, hein, eh bien, voyait-il dans un objet comme celui-là quelque chose qui fixait au fond son identité, peut-être qui lui portait bonheur. C'est donc peut-être un objet propitiatoire. C'est un objet, donc je crois, extrêmement émouvant et qui montre à quel point les soldats tenaient à des objets intimes et personnalisés dans une vie combattante où évidemment l'anonymat régnait et aussi souvent bien sûr l'uniformité. Il arrive que cet artisanat, qui se développe dans tous les camps, soit interdit localement dans les tranchées de première ligne pour les bruits et la lumière qu'il engendre. Les objets qui reviennent le plus souvent sont les bagues et sont les rangs de serviettes. Pourquoi? Parce que ce sont les plus faciles à fabriquer. Il est bien évident que ça, à partir du moment où on a le matériau, c'est facile à faire, ainsi que ça, vous voyez. Le rond de serviette, qui est ou qui n'est pas marqué, là il est marqué Verdun, il peut être aux initiales de l'intéressé. On a des modèles de bagues, vous voyez, c'est très simple. C'est une bague allemande, gravée 1914, qui est gravée Vaterland, c'est la patrie. Ça fait plaisir à tout le monde, ça fait un petit souvenir du front, et on envoie ça à la famille, on envoie aux proches, avec l'espoir plus ou moins déclaré d'avoir en retour soit un colis, soit un petit mandat. C'est page 17, c'est extrait de La main coupée, dont c'est une vieille édition. Hein. Il nous demandait de lui envoyer des bagues en aluminium, des fusées d'obus travaillés, des coupes-papier faits d'un éclat déchiqueté, des pipes, des cannes. Et à la réception, il faisait adresser par son obus un petit mandat au poilu qui avait fabriqué l'objet. Alors les coupes-papier, ils sont faits avec des pièces de cuivre provenant de douilles d'obus. Et bien souvent, ils sont gravés soit du nom du lieu où se trouve le soldat, soit de son prénom. Et toujours la petite croix de fer, il est marqué Somme. Craonne, 16 avril 17. Craonne, 16 avril 17, c'est le chemin des dames, le sinistre chemin des dames. Celle-ci, elle est gravée souvenir, souvenir d'un côté, et de l'autre côté, Lucien. Ici, un petit dessin qui montre naturellement le soldat allemand qui se rend et qui va prendre un obus. Et ça, c'est fabriqué par un prisonnier de guerre à Abbeville en 1919, un prisonnier allemand. Voilà. Alors, les thèmes qui reviennent le plus souvent, eh bien, ce sont les deux fantasmes principaux du soldat. C'est la femme, bien sûr.
celle-ci, cette douille-là est magnifique, et la femme aussi. Elles sont toutes très légèrement vêtues en général, que ce soit celle-ci ou que ce soit celle-ci. C'est la mythologie, mais c'est Pan, le satyre, le bélier et puis les naïades. Et c'était fait à partir de matériaux provenant de douilles d'obus, aplaties. Ouais, c'est très joli ça. Et puis la religion, hein, et la religion, voilà un Christ qui est monté sur des douilles disposées en croix. Et là, vous avez quelque chose de beaucoup plus simple. C'est la partie inférieure de la douille sur laquelle est fixée une tête de Christ découpée et gravée dans un morceau de cuivre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objet correspond au milieu ambiant dans lequel travaille le soldat. Sans en être sûr à 100%, il est quasiment évident que cette reproduction du petit casque Adrien, faite dans un métal léger, dans un métal d'aviation. D'ailleurs, vous avez ici l'insigne de l'aviation. Ça, c'est fait par un type qui travaillait sur un atelier, un terrain d'aviation. L'intéressé, à partir d'une douille, il a fait un petit avion, fort bien fait d'ailleurs. Selon les milieux ambiants, lorsque on était dans les carrières souterraines, dans de la pierre, comme ici. Indépendamment des métaux, le bois est aussi très utilisé dans les tranchées. La canne, objet emblématique du poilu, est une réalisation très personnalisée, parfois gravée au nom du propriétaire, ou orné du nom de bataille auquel il a pris part. Fruit de longues heures de travail, cet objet sert bien sûr lors de longues heures de marche, mais c'est aussi l'arme par excellence de la chasse au rat. Dans le cas des instruments de musique, on ne peut que constater que c'est la nécessité qui est à l'origine de la création. Ce violoncelle, par exemple, fut fabriqué par le soldat François Gervais du 313e régiment d'infanterie. Dans ses carnets manuscrits, il détaille la conception de son instrument. Les matériaux sont ceux des moyens du bord, planches de caisse de munitions, pics de baïonnette et crins de cheval. Seules les cordes proviennent de l'arrière. Pour la petite histoire, François Gervais survivra à la guerre et réintégrera l'orchestre des concerts Lamoureux.
Parmi les objets qu'on fabrique, eh bien, ce violon, hein, on trouve ici son nom, le violon du poilu, et de l'autre côté, un souvenir de la Grande Guerre 14-18, est très caractéristique de cette volonté des soldats de conserver au fond une activité sociale, culturelle même, pourrait-on dire, puisqu'il s'agit ici de chant et de musique, malgré la médiocrité de la vie de tranchée et la brutalité au fond et la violence environnante. Ici, c'est un objet donc évidemment extraordinairement émouvant, construit donc pour l'essentiel en bois. Hein, et ici, la caisse de ce violon ou de ce banjo, au fond, est fabriquée avec une boîte de tampons de masque à gaz qui a été évidemment incisée ici en son milieu et qui permet donc de faire la caisse de résonance. Les cordes à l'origine, je crois, étaient en métal. Et donc on voit ici cette ingéniosité, évidemment, des combattants qui font feu de tout bois, si l'on peut dire, hein, et qui utilisent tous les moyens que la guerre met à leur disposition, qui détournent aussi finalement l'objet de guerre, hein, ici cette boîte de masque à gaz qui est détournée pour un autre usage. Ça montre aussi le rôle de la musique, de la chanson, et très probablement également le rôle du groupe. On retrouve ici le groupe primaire, hein, qui, à un moment ou à un autre, finalement, chante ensemble, fait de la musique ensemble, et donc toute une vie sociale, hein, vous voyez, une vie sociale, une vie de relation, une sociabilité, hein, comme disent les historiens, qui se noue dans les tranchées, à la fois malgré la guerre et à cause de la guerre. Du côté allemand, la caisse de cette mandoline n'est ni plus ni moins qu'un casque français modèle Adrian. Ces autres mandolines sont entièrement réalisées en bois. Il arrive même que l'auteur signe sa création. Il n'y a pas qu'au front que l'on cherche à s'évader de la réalité de ce conflit particulièrement inhumain. Cette créativité débordante est aussi le fruit des prisonniers de guerre. C'est une façon efficace de tromper leur ennui et de gagner parfois un peu d'argent ou de la nourriture, ou encore plus simplement des faveurs dans l'enceinte du camp de prisonniers. Ça parle de soi-même, hein. C'est artisanal, c'est fait en début de guerre parce que l'homme a toujours ses pantalons rouges, la tenue de début de guerre. Alors il manque une pièce qui est une pièce maîtresse et qui existait lorsque je l'ai acheté, mais qu'on peut remplacer facilement. Il reste donc la corde qui partait d'ici et qui allait jusque je ne sais plus où exactement. Le soldat allemand vient de voler des montres et automatiquement, il est ivrogne et il vient de voler vraisemblablement une bouteille de champagne. Il en est de même pour les soldats blessés ou convalescents. Mais ces derniers produisent des objets divers bien spécifiques. Des figurines en bois, découpées et peintes, représentant la plupart du temps des soldats avec des équipements différents. Ces petites silhouettes font en France l'objet d'une diffusion nationale, souvent signée du nom de leur auteur. Mais comme la plupart des autres combattants, la plus grande partie de leur production artisanale reste intimement liée à leur univers ambiant et destinée au cercle familial.
La précision et la patience que certains de ces objets ont demandé à leur créateur atteint parfois un tel niveau qu'elles sont la preuve, s'il en fallait, du besoin absolu d'évasion, du besoin impératif d'échapper à l'angoisse de la vie quotidienne dans les tranchées où plane omniprésente l'ombre de la mort. L'ensemble est fait dans un demi-obus, qui est un obus de 75, on aperçoit l'extrémité ici. Également, les extrémités de l'obus de 75 comme couvercle d'encrier. Se regarde par transparence à partir d'une feuille de chêne. On a gravé ici le mot amitié et ici les initiales, certainement de l'individu ou de la femme ou de la fiancée. Et on pique les aiguilles dans la feuille et on élimine le matériau pour ne garder que le message qu'on veut faire passer. Et c'est assez rare, c'est original. Voilà des petites peintures qui sont assez naïves, qui ont été faites sur des couvercles de boîtes de cigares. Ça, c'est britannique. Tout le monde pouvait fumer du cigare. Vous savez, il y avait les rations réglementaires et on ne peut plus officielles. Et puis il y avait dans les épiceries ambulantes, autorisées par l'armée, tout un tas d'objets que le soldat pouvait acheter avec ses propres sous. Après la guerre, on rend son pactage et on a été habillé et logé et nourri, et dans quelles conditions, par l'État pendant un certain temps. Quand c'est fini, on rend tout. Ça, c'est un objet détourné, c'est plus un casque, c'est un objet d'art. Et il était gravé par un graveur professionnel, tellement c'est bien fait. Bon, les gens ont eu la possibilité de conserver leur casque. Ça a été des grandes faveurs de l'État à l'époque, après la guerre. C'est un souvenir pour la famille, un souvenir qu'on trouvait, il y a encore quelques années, qu'on trouvait encore dans presque toutes les familles. Sur le dessus de la cheminée, sur le buffet, etc. Les commerçants s'approprient vite cette production artisanale pour en faire un négoce dit patriotique qui regroupe toute une bimbeloterie industrialisée de plus ou moins bon goût. Ces deux objets représentent l'un et l'autre le canon de 75. L'un est tout simplement un bronze, qui est une reproduction fidèle du fameux canon, et l'autre est un objet à utilisation utilitaire et pratique, puisque c'est là encore une garniture de bureau. Là, on mettait les porte-plumes, et là, on mettait, sous les petits casques, là, on mettait l'encre. Ce canon de 75 a fait l'objet d'un véritable mythe. Il avait été inventé tout à fait à la fin du siècle dernier, enfin du 19e siècle plus exactement, et c'était un canon qui était d'une précision assez extraordinaire, et qui tirait rapidement, et qui a été très vite apprécié. Il a été vendu à l'étranger pendant la guerre des Balkans, et il a fait l'objet d'un véritable mythe en France. Il a été représenté ou chanté. Représenté, en voilà la preuve. Il existait une chanson, Notre 75, le 75, ça c'est à nous. Il y a même, un canon de 75 qui a été transformé en flacon de parfum, je m'explique. Le canon
avait été retiré, on avait mis à la place un tube vert qui contenait du parfum. Et vous voyez jusqu'où allaient se nicher les choses. Et c'était un mythe très, très, très populaire. On était très fiers du 75. Et la réponse allemande au 75 était le 77. Mais Dieu merci, le 75 est resté bien meilleur. Pendant la guerre, et bien après la fin de cette dernière, les ateliers et les usines de l'arrière vont écouler des milliers d'objets dérivés de l'artisanat de tranchées. La production artisanale personnelle, ainsi que celle manufacturée de ces objets souvenirs, sont d'une certaine façon l'expression du consentement de chacun à la guerre. Et il arrive que ces derniers n'hésitent pas à mettre en avant la haine de l'autre. De plus, ils nient les réalités meurtrières du front et héroïsent les combattants. L'artisanat du soldat, c'est d'abord un artisanat d'évasion, d'évasion de la vie de tous les jours, de l'évasion du danger, mais aussi l'artisanat agressif. Le casque Adrien surmonté de son petit cochon, lui-même surmonté du casque à pointe et de ce morceau de musette réglementaire, c'est quand même assez évocateur de la mentalité d'époque. C'est un chien bien reconnaissable. Et puis, c'est épouvantable, le chien est en train de déféquer dans la bouche d'un soldat allemand. Malgré tout, cette créativité combattante dit des choses somme toute convenues. Elle n'exprime qu'exceptionnellement la révolte. Pour tous, ces objets sont les symboles de la chance d'avoir survécu à l'enfer des tranchées et des combats, ainsi que le souvenir des camarades du groupe avec qui on a partagé cette expérience, mais qui ne sont pas revenus de la guerre.